Pour commencer par le refuge. Sangye chedan toki chonam la chanshu badu dani kepsu chi yagi jinsogi pe sanam ki tola penche sangye dupa sho. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai ceux d'entre vous qui avaient rendu votre travail maison aujourd'hui. Je vous le rends, parce que le prochain prochain week-end sera début mars. Donc, je ne l'ai pas corrigé, mais Françoise enverra les... J'ai fait moi aussi mon devoir. Je n'ai pas terminé d'ailleurs. Et donc j'ai fait celui de cette fois et celui qui vous est rendu aujourd'hui aussi, celui de la dernière fois. Moi je l'ai fait et on vous l'envoie par internet. Comme ça vous pourrez potasser. Quelquefois je me dis mince, je suis prise à mon propre piège parce que je vous pose les questions, mais après pour y répondre, c'est pas toujours facile. Il faut que je bûche un peu. Hein ? Et oui, quelquefois c'est facile de poser les questions, mais c'est pas si facile toujours d'y répondre. T'as du mal à comprendre les questions. Oui, on parlait de ça hier justement. Oui, parce qu'il y a tout un vocabulaire aussi, une façon de s'exprimer qui appartient un peu à ce genre de littérature, à laquelle il faut s'appliquer aussi. Il faut s'habituer. Après, bon, je sais pas, est-ce qu'il y a un problème de traduction, étant donné que c'est traduit quelquefois ? Je sais pas. Mais bon, c'est comme ça, hein. Vous savez, même quand vous commencez dans le Dharma, même au début, il y a toujours plein de mots que vous ne comprenez pas, il faut s'habituer. Donc, quand vous étudiez aussi de plus en plus les textes philosophiques, il y a aussi un vocabulaire et un langage particulier auquel il faut s'habituer. Oui, quant à la réponse, oui, parce que tu vois à quoi ça a fait référence, mais c'est parce que tu n'as pas les mots, justement, tu n'as pas la référence. Ouais. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc le plan, c'est, je l'ai dit, le prochain week-end, ça sera le 4 et 5 mars, d'après le nouveau programme. Et donc, il expliquera le 10e chapitre. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup à expliquer dans le 10e chapitre, mais donc il a dit qu'il poserait des questions. Hein, il a dit ça, il a dit je vous poserai des questions. Il y prend goût. Et il voit surtout que c'est peut-être un bon exercice, hein, parce que ça oblige aussi à poser les choses de façon claire. S'il pose une question comme hier, bon, il était un peu choqué, bon, il a dit lui-même. Et donc, on va aussi faire un examen, une évaluation de fin de module pour le Bodhisattva Charyavatara. Et donc, je viens d'en parler avec Françoise. L'idée, ça serait de vous l'envoyer après ce week-end là, du 4 au 5 mars. Hein. Enfin, moi, je pensais, au départ, on pensait peut-être l'envoyer en février et que vous la rendiez avant le 4 ou 5. Mais comme le 4-5, on va faire le dernier chapitre. Bon, Geshe a dit que ça irait parce que le dernier chapitre, c'est pas très compliqué. Mais bon, au lieu de faire ça, de le faire avant, on peut le faire après. En fait, après ce dernier week-end. C'est-à-dire, après le 4 ou 5, on envoie les questions et vous les rendez avant le 31 mars. Hein, le week-end d'après, c'est le 1er de avril. Donc, au plus tard, le 1er avril.
Ben, les vacances, c'est janvier-février, hein, les vacances. C'est décembre, oui, on est quoi là? Oui, décembre, janvier, février, il y a 3 mois là. Décembre, janvier, février, il y a 3 mois. C'est pour ça que moi je pensais le faire en février. Mais bon, comme il y a le dernier week-end, le 4-5 mars, on fera l'examen en mars. Est-ce que ça vous va? Et ça fait pas grande différence pour vous. Ça vous laisse plus de temps, hein, de le faire après le 4-5 mars. Donc après le 4-5 mars, on enverra et vous le rendez avant le 31, quand vous l'aurez fait, comme d'habitude chez vous. Donc c'est décrit, hein, les conditions. Vous le faites sans... Je crois que c'est à livre fermé. Et puis, voilà. Bon, en principe, c'est pas trop difficile. Ou en principe, j'essaie de mettre des questions. Il y a des questions faciles et des questions plus difficiles. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Hein. Au moins, vous pouvez répondre facile, j'espère, ou déjà faire quelque chose, hein, si ça vous intéresse. D'accord. Sur la totalité du Bodhisattva Charyavatara, puisqu'on n'a rien fait encore sur le Bodhisattva Charyavatara. On n'a fait aucun examen. Donc ça va porter sur la totalité. Et ça vous donne... Vous avez 3 mois pour réviser. C'est bien. Hein? Et pour étudier vos définitions. Pardon? Pardon? Donc, pour aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Hein. Peut-être que je vais vous poser des questions. On a un micro tournant. On a un micro qui peut tourner, si on le fait tourner. Parce que, oui, quand vous parlez, c'est bien que ça soit enregistré. Et puis, il faut que vous vous habituez aussi à parler, hein, en public. Pardon? Voilà, pour les futures questions avec Geshe-la. Donc, voyons, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ce qu'on a fait. Si vous vous rappelez, donc pendant ce chapitre 9, pour établir la vacuité, on a parlé de raisonnements qui permettent d'établir la vacuité. Hein. Combien il y avait de raisonnements? 3. Vous pouvez nommer ces raisonnements en prenant le micro? Myriam, tu prends le micro s'il te plaît. Parce que sinon, c'est pas enregistré. Oui, c'est peut-être pas dans l'ordre. Il y avait le raisonnement sur les 8 pour établir le non-soi des phénomènes sur les 8 attentions, sur sur les 8 attentions, sur le non-soi des phénomènes. Et le second, c'était... Moi, je parle des... Voyons, où c'est qu'il est ce plan. Les raisonnements qui établissent le non-soi, c'est la dernière partie. Il y avait 3 raisonnements. Hein? Pardon, j'ai oublié ton nom. Ah, mais c'était pas le chapitre complètement. Non, pas le chapitre. Ah, oui. J'ai pas Colette, vas-y. Ouais. Moi, il me semble que je me souvienne de 2. Ce seraient les éclats de diamant, le raisonnement des éclats de diamant, le raisonnement de l'interdépendance et le 3, je ne sais pas. Le 3e? Oui. Non, mais les éclats de diamant, c'est un 4 points. Mais... Pardon, j'oublie ton nom. Hein, Gisèle, donne à Gisèle. Ouais. Donc oui, il y a le raisonnement des éclats de diamant, le raisonnement de l'interdépendance. Et le dernier, c'est ce qu'on a fait ce week-end. Hein, oui. Ah, moi, je pense au raisonnement en 4 points. Oui. C'est quoi le raisonnement en 4 points? Identifier l'objet de négation. Après, c'est unicité avec les parties. Après, c'est complètement différent. Oui, et le premier, c'est le recouvrement entre, d'ailleurs. En fait, ça, c'est, si tu veux, quand on médite, on commence toujours par identifier l'objet de négation. Hein, dans tous les raisonnements.
Hein, on commence par identifier, quand on médite, on identifie l'objet d'une négation, et puis après on applique les raisons. Hein, on utilise le raisonnement. Mais là, le raisonnement dont on parle, donc il y a ces deux. Toi, ce dont tu parles, c'est le raisonnement, en fait, qui dit ni un ni plusieurs. Hein, le manque d'unité et de pluralité. Hein. D'accord. Mais là, le raisonnement qu'on a vu là, aujourd'hui, c'était quoi, Manuel? Avec le micro? L'interdépendance, mais on en a vu un autre là. Hein l'existence et la non-existence, exactement. Oui. Non, ça y est. Oui, comment on l'appelait? Page 180 du commentaire. Hein, d'ailleurs, j'ai insisté pour que Valérie corrige, parce qu'il y avait une correction en fait sur la traduction de Claire. Et c'est quoi ce raisonnement? Vous vous rappelez pas? Le raisonnement de la production, et c'est comme ça qu'elle a dit, la production et la cessation de l'existence et de l'inexistence. Hein. Donc, en fait, le premier, c'est l'éclat de diamant, et on dit que, en fait, c'est la réfutation de la production. Hein. On réfute une production inhérente, hein, et ça permet de réfuter l'existence inhérente des produits. Le premier raisonnement, le raisonnement des éclats de diamant, il portait sur quoi en fait? On dit le raisonnement, oui, prends le micro s'il te plaît. Le micro, non. Le raisonnement des éclats de diamant. Le premier point des raisonnements des éclats de diamant, c'est réfuter l'autoproduction. C'est-à-dire se produit une production de lui-même. Oui. Le deuxième point, c'est réfuter une production par des causes extérieures. Oui. Le troisième, c'est une production qui serait un mix des deux précédents, donc par cause extérieure, à la fois cause extérieure et à la fois autoproduction. Et le dernier, c'est réfuter une production qui n'est produite ni par l'une ni par l'autre, sans cause. Sans cause. Donc ça c'est le raisonnement des éclats de diamant. Il analyse la production en rapport aux causes. Hein. Alors que le dernier, le raisonnement donc la réfutation de la production d'un existant ou d'un non-existant, qu'on a vu aujourd'hui, c'est à partir de l'analyse du résultat. Ça, c'est la différence. Le premier, il examine les causes. Le deuxième, qui est le troisième, là, en fait, celui qu'on a vu aujourd'hui, le raisonnement qui réfute la production et la cessation, en fait, de l'existant et de l'inexistant. Réfuter une production inhérente de l'existant et du non-existant. Et ça part, en fait, ça analyse les résultats. Tandis que l'éclat de diamant, le raisonnement des éclats de diamant, c'est ça, c'est un produit, quelque chose va être produit soit avec cause, soit sans cause. Donc dans un raisonnement comme ça, quand on essaie de voir en fait toutes les possibilités, et de passer en revue les possibilités d'une production. Une production va être en analysant les causes. Donc la production va être soit sans cause, soit avec cause. Si c'est sans cause, donc c'est déjà un des points. Si la production est faite à partir de cause, la cause va être soit de même nature que l'effet, de nature différente, ou les deux de même nature et de nature différente. Ou aucun, c'est-à-dire sans cause, en fait. Donc ça, c'est les points du raisonnement. Hier, je vous avais demandé dans la discussion
hein, de d'énoncer les syllogismes. Hein. Les syllogismes par rapport à ces raisonnements. Hein. Donc ce raisonnement, il s'exprime sous forme de syllogisme. Est-ce que vous avez trouvé... Qui c'est qui peut parler d'un syllogisme? N'importe quel syllogisme. Pour commencer. Vous avez trouvé des syllogismes? Oui, tu prends le micro, s'il te plaît. Hier, on a eu beaucoup de mal à se rappeler ce qu'était un syllogisme. Et ensuite, bon, on a pu, Yves notamment nous a éclairé un petit peu pour nous rappeler. Et en fait, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, un syllogisme se décompose en trois. Dans la formulation, il y a le sujet, le prédicat et la raison. Le sujet, c'est donc ce sur quoi on réfléchit. Le prédicat, c'est ce que l'on veut prouver. Et la raison, c'est le motif que l'on donne pour prouver. Et donc, mais comme on n'avait pas cet élément-là lors de la discussion, on a un peu pataugé pour trouver les syllogismes. Et après, donc, moi, ça m'a permis un peu de réfléchir. Et puis, comme tu nous as donné ce matin un peu dans la méditation, ça m'a... Est-ce que, parce qu'on n'avait pas trop répondu, on a échangé, est-ce que le syllogisme du premier raisonnement sur la production, sur l'examen des causes, ça pourrait être, alors peut-être il y a une erreur et ça serait bien, ça sera corrigé, est-ce que ça pourrait être un phénomène, donc ça c'est le sujet, est inexistant, ça c'est ce que l'on veut prouver, parce qu'il est issu parce qu'il y a production causale, et peut-être, parce qu'alors là, causale, comme on a dit qu'il y avait des causes qui ne pouvaient pas justifier la production indépendante, est-ce que ça pourrait être parce qu'il y a production d'une cause de même nature et de même continuité? Voilà, moi j'en étais restée un peu là. Oui, qui c'est qui veut corriger ça? Voilà. Donc c'est ça, par exemple, un produit... Hein, n'existe pas de façon inhérente. Hein, donc il y a un syllogisme, c'est un raisonnement qui a trois parties. D'abord il y a le sujet sur lequel la base, ce qu'on cherche à prouver, donc tu as dit le prédicat ou la thèse. Hein, ce qu'on veut prouver, c'est que par exemple un produit n'existe pas de façon inhérente. Hein, et la raison, parce que. Hein, et on dit pourquoi en fait la raison. La raison ici c'est quoi alors? Ça va être quoi la raison? Oui, et bien justement il y a qui c'est qui peut répondre là-dessus? Parce que il n'est pas produit sans cause, parce que il n'est pas produit par une cause, il n'est pas produit par une cause. Il n'est pas produit par une cause qui est de même entité que les faits, il n'est pas produit par une cause qui est autre, et il n'est pas produit par une cause qui serait les deux. Hein? Et oui, ça c'est la raison, pour couvrir, si tu veux la raison, il y a les 4 points. Tu vois. Par exemple, avec le raisonnement de l'interdépendance, quel serait le syllogisme? Aline. J'avais oublié Aline, là, elle n'est pas dans mon champ de vision. Ou quelqu'un d'autre, voyons, qui c'est qui peut. Pour le... Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Ah ben oui, parce que si tu parles, qu'on t'entende, sinon... Parce qu'il y a les gens qui sont derrière la caméra aussi. Coucou. J'imagine qu'on peut dire ce phénomène n'existe pas de manière indépendante. Ouais. C'est pas bon ça? Oui, et donc là tu as le sujet, un phénomène, tu vois. Ouais. Il n'existe pas de façon inhérente ou indépendante, ouais. Oui. Et alors, il te manque quelque chose parce que on peut repérer son origine ou ce qui l'a causé. C'est quoi le raisonnement de l'interdépendance? Parce qu'il est produit en dépendance, parce qu'il est interdépendant. Oui. C'est ce qu'on a fait pendant la méditation ce matin. Hein? Non, oui, tu peux énumérer les 3 si tu veux.
Tu peux énumérer les trois, hein, parce qu'il est interdépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de cause et de condition, de ses parties et de l'imputation. Mais en général, la raison de l'interdépendance, c'est juste ça. Après, si tu peux détailler. Mais en général, c'est ça. Hein. Donc, ça peut s'appliquer. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi, là, voyons. Voilà, les choses. Les choses n'existent pas véritablement parce qu'elles existent dans l'interdépendance, hein, en relation avec des conditions. Ça, c'est le raisonnement, c'est un syllogisme. Hein. D'accord. Et donc, il y a trois parties au syllogisme. Ça, on l'a étudié. Quand est-ce qu'on l'a étudié, ça, hein, dans l'esprit et ses fonctions. Et c'était dans quel cadre qu'on l'a étudié, Jérôme? Voilà. Quand on a parlé des 7 types de perception, et donc la perception inférentielle. Hein, donc les phénomènes manifestes, on peut les voir directement, mais les phénomènes cachés ou cachés, comme par exemple l'impermanence, la vacuité, on ne peut pas les voir directement par les sens. Et donc, on peut les aborder de façon inférentielle à travers un raisonnement, par une raison, par une preuve. Hein. Par exemple, l'exemple... Ah oui, pardon, le micro. Hein? La fleur est impermanente Ouais. parce qu'elle est un produit. Oui, la fleur est impermanente parce que c'est un produit. Ouais. Mais moi, je pensais que tu allais parler de la fumée et du feu, qui illustre une perception inférentielle. Hein. Oui, parce qu'on voit de la fumée, on a induit qu'il y a un feu quelque part aussi. Ouais. Parce que la fumée, c'est un signe ou une raison, hein, valide pour dire qu'il y a du feu. Et donc, même si je ne vois pas le feu directement, j'infère la présence du feu par la présence de la fumée. C'est un exemple pour illustrer de façon facile à comprendre une inférence. Donc là, c'est pareil. C'est par exemple les agrégats, hein, n'existent pas, ou la personne ou les agrégats n'existent pas de façon inhérente parce qu'elles sont produites en dépendance. Et donc, on ne connaît pas l'absence d'existence inhérente, mais on va utiliser la preuve de l'interdépendance, hein, qui est quelque chose à laquelle on peut arriver facilement et qui va nous mener, hein, à la compréhension de la vacuité, du vide d'existence inhérente. Et donc, un syllogisme a 3 modes. Hein. Si je prends par exemple un syllogisme plus simple, comme tu disais, par exemple, la fleur est impermanente parce qu'elle est produite de causes et de conditions. La fleur, le son, souvent on dit le son dans les enseignements, hein. Ben, la fleur, si tu veux, est impermanente parce que c'est un produit. Hein. Il y a 3 modes qui font qu'un syllogisme, pour pouvoir l'appliquer, pour qu'il prouve quelque chose, il y a des règles à respecter. Hein. Ce syllogisme, ce raisonnement. Il y a des règles à respecter. Hein. La fleur est impermanente parce que c'est un produit. Et donc on dit un syllogisme juste à 3 modes. Hein, 3 choses qui doivent s'appliquer. Vous l'avez trouvé, non? Vous avez pataugé hier? Hein? Vous avez pataugé. Pardon? Alors, mais tu comprends un syllogisme. La fleur est impermanente parce que c'est un produit. Non, parce qu'elle vient de cause et de condition. Et les 3 modes du syllogisme, qu'est-ce que c'est? Prenez le micro derrière, là.
Gisèle. Pour que ça marche. Hein. La fleur est un produit. Oui, donc la fleur est impermanente parce que c'est un produit. Il faut donc, la première règle, c'est la propriété du sujet. Il faut que la raison soit établie dans le sujet. C'est-à-dire, on dit la fleur est impermanente parce que c'est un produit. La fleur, il faut ça soit un produit d'abord. Il faut que ça soit établi. Hein. Par exemple, pour dire plus simple, sur la colline là-bas, il y a du feu parce qu'il y a la fumée. Donc je ne vois pas le feu, mais je vois la fumée. Donc sur la colline là-bas, il faut qu'il y ait de la fumée. Hein. Si c'est de la poussière, ça ne va pas être établi. Hein. Il faut établir en fait la présence de la raison qui est donnée dans le sujet. Hein. Si là-bas il n'y a pas de fumée, hein, si c'est par exemple de la brume, ben ça ne va pas marcher mon syllogisme. Donc il faut que la raison soit présente dans le sujet. Hein. Par exemple, le jeu n'existe pas de façon inhérente parce que c'est une production interdépendante. Il faut que le jeu soit une production interdépendante. Il faut d'abord prouver ça. Il faut s'assurer de ça. Il faut que la raison, établir la présence de la raison dans le sujet. Après, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le premier mode. S'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu. Oui, s'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu. Ouais. En fait, le deuxième, c'est l'implication. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a du feu, il y a du feu parce qu'il y a la fumée. Les deux, hein, c'est ce qu'on appelle l'implication directe et l'implication contraposée ou indirecte. En bref, c'est ça en fait. Donc, sur la colline là-bas, il faut qu'il y ait de la fumée. Après, on dit, là où il y a la fumée, il y a nécessairement du feu. Hein. Il faut être sûr que s'il y a de la fumée, il y a du feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Le fait de voir la fumée, obligatoirement, ça veut dire qu'il y a du feu. Et le troisième, c'est que s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée. En fait, c'est ça les trois. C'est-à-dire que la raison doit recouvrir obligatoirement la thèse et que le contraire de la thèse soit recouverte par le contraire de la raison. Hein. Donc si je prends la fleur, par exemple, la fleur est un produit parce que la fleur est impermanente parce que c'est un produit. Donc la fleur doit être un produit et tout ce qui est produit doit être impermanent. Hein, parce que je dis elle est impermanente, pourquoi? Parce que c'est un produit. Et donc s'il y a des produits qui ne sont pas impermanents, ça ne va pas marcher. Hein. Il faut qu'un produit soit nécessairement impermanent. Sinon, je ne vais pas prouver l'impermanence de la fleur par la raison que c'est un produit. Hein. Il faut que tout ce qui est produit il faut le recouvrement. Hein. Recouvrement ou l'implication, après il y a plein de mots, mais c'est obligatoirement, si c'est un produit, c'est obligatoirement impermanent. Et si c'est permanent, obligatoirement, ça n'est pas un produit. Hein. C'est ça les trois modes, en fait, d'un raisonnement. Donc, je vous avais posé ça hier en discussion, parce que ça fait une révision aussi, c'est quelque chose qu'on a étudié un peu dans l'ORIC. Hein, et comme on parle des raisonnements, ça vous fait... Donc, essayez de vous en souvenir. Hein. Bon, souvent avec un exemple simple, on peut retenir. Donc, avec le raisonnement donc, de l'interdépendance, qui c'est qui veut essayer les trois modes? Je vous laisse. Emmanuel, il veut bien essayer. J'ai vu ça. Et Gisèle, très, très contente de te passer le micro. Ben, tu suis la même chose que... si tu veux pas, tu n'es pas obligé. Hein. Mais comme il n'y a personne qui se dévoue...
Mais si quelqu'un d'autre veut essayer, c'est pas grave, vous pouvez essayer. Et puis, sinon, vous demandez à quelqu'un d'autre de vous aider. Allez, tu vas prendre le micro. Oui. Il est très content de te donner le micro. Alors, d'abord, dis le syllogisme. On avait dit un produit n'existe pas de façon inhérente parce qu'il est interdépendant. Oui. Non ? Oui, un phénomène, oui. Un phénomène n'existe pas de façon interdépendante. Donc, tu peux prendre n'importe quoi. Tu peux prendre, par exemple, le jeu, si tu veux, ou n'importe quel phénomène. Bon, le jeu n'existe pas de façon inhérente parce qu'il est produit en dépendance. La raison établie dans le sujet, c'est que le jeu est produit en dépendance, de toute façon. Oui. Donc le jeu n'existe pas de façon inhérente parce qu'il est produit en dépendance. C'est une production interdépendante. Donc le jeu, la présence de la raison dans le sujet, le jeu interdépendant, il faut qu'il soit interdépendant. Hein. La raison qui recouvre le prédicat, c'est il est produit en dépendance, donc il n'existe pas de façon inhérente. Oui, tout ce qui est produit en dépendance évite d'existence inhérente. Tout ce qui est produit de façon interdépendante, tout ce qui existe dans la dépendance ne peut pas exister indépendamment, hein, de façon inhérente, sans dépendre. Hein. Donc il faut qu'il y ait le recouvrement ou l'implication, pervasion en anglais. Il faut que ça soit obligatoirement le cas. Hein, que quelque chose qui est produit dans la dépendance, dans l'interdépendance, ne peut pas exister de façon inhérente. Hein. Voilà. Et la non-raison, ça serait... Donc la contre-implication, ou l'implication contraposée, on dit. Ça serait la permanence. Existe de façon inhérente. Alors, là, ce n'est pas la permanence. C'est produit en dépendance. Non. Alors là, attends. Tu as la raison couvre le recouvre la thèse. Le prédicat. Oui. Ouais, et après, le non-prédicat, ouais. Le non-prédicat doit obligatoirement correspondre à la non-raison. C'est-à-dire que si ça n'existe pas de façon inhérente, non. Si ça existe de façon inhérente, obligatoirement, ce n'est pas interdépendant. Voilà. Ce n'est pas une production interdépendante. Hein. Donc le deuxième, c'est le recouvrement, la raison et le recouvrir la raison par le prédicat, c'est-à-dire si c'est produit dans l'interdépendance, obligatoirement ça n'existera pas de façon inhérente, et si ça n'existera pas de façon inhérente, et si ça existe de façon inhérente, la négation de la thèse, l'existence inhérente, hein, puisque la thèse c'est quoi? Ça n'existe pas de façon inhérente. La négation, c'est ça existe de façon inhérente. Si ça existe de façon inhérente, donc c'est le contraire de la raison, ça n'existe pas, et obligatoirement, ça n'est pas produit de façon interdépendante. Voyons, oui. Je croyais que c'était le contraire du 2. Donc si c'est la raison qui recouvre la thèse, le 3, ça serait la non-raison recouvre... Ouais. Le non-prédicat. En fait, on le fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. C'est comme ça, si tu veux. La raison recouvre le prédicat, le non-prédicat recouvre la non-raison. Voilà. Par exemple, la fleur est impermanente parce que c'est un produit. Donc la fleur est un produit. Si c'est un produit, nécessairement, c'est impermanent. Et si c'est permanent, nécessairement, ça n'est pas un produit. Hein? Le troisième fois, c'est la négation, en fait. Oui, tu prends le micro, s'il te plaît. En fait, moi, je m'interrogeais sur l'intérêt de poser un syllogisme. C'est effectivement, on pose une affirmation, mais après, quand on a fait les 3 modes, chaque mode, il faut les prouver. Parce que les 3 modes ne sont pas là pour expliquer.
Oui, c'est ce qu'on a fait, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait la méditation ce matin? On a dit, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Les phénomènes le jeu sont... est interdépendant. Ouais. Est-ce que c'est vrai que le jeu est interdépendant? Est-ce que c'est vrai que tout ce qui est interdépendant n'existe pas de façon inhérente? Hein? Non, en fait, c'était pas ça. C'était, je ne me rappelle plus. Enfin, ça tournait autour de ça. Si tu, si tu, le- la fonction du syllogisme, c'est d'arriver à se prouver quelque chose pour arriver à la conclusion. Tu vois? Donc, il faut utiliser une preuve qui est plus facile à comprendre. Tu vois? Tu vas comprendre que le jeu existe en dépendance, hein, que c'est interdépendant, et tu vas comprendre que tout ce qui est interdépendant ne peut pas exister de façon inhérente. Et donc, par la force des choses, tu vas comprendre que le jeu n'existe pas de façon inhérente. C'est ça, tu vois. En fait, c'est un guide. Le syllogisme, c'est un guide pour comprendre. Les 3 modes que tu as dit, ce sont un guide pour rentrer dans le syllogisme et arriver vraiment en fait, à une conviction. Les 3 modes, c'est aussi pour voir si un syllogisme est correct. Parce que si tu utilises un syllogisme, tu vois, tu veux utiliser un syllogisme qui est correct, qui va te prouver quelque chose. Si les 3 modes ne sont pas là, le syllogisme ne va pas être correct. Par exemple, tu vois, si tu dis un syllogisme incorrect, tu vas dire par exemple la fleur est impermanente parce que c'est un existant, parce qu'elle existe, tu vois. Il faut que si tu veux utiliser un syllogisme, si tu veux voir que la fleur ou le son est impermanent, quelque chose est impermanent, tu vas trouver qu'est-ce qui va être la preuve de ça, tu vois. Et donc les 3 modes, ils prouvent que ce syllogisme est juste et qu'il va te mener là où tu veux, tu vois. Si on te donne comme un syllogisme, par exemple, la fleur est impermanente parce que c'est un existant, hein, donc c'est un phénomène, un existant, est-ce que c'est juste ça? Alors, qui c'est qui veut analyser les 3 modes de ce syllogisme? Myriam ou Gisèle? Non, la fleur est impermanente parce que c'est un existant. Parce que c'est un existant. Mais alors, analyse les 3. Est-ce que la fleur est un existant? Oui. Oui. Donc la raison est présente. Il y a la présence de la raison dans le sujet. Oui. La fleur est bien un existant. Oui. Maintenant, c'est quoi le deuxième mode alors? Il faut l'implication, le recouvrement de la raison dans... alors, donc, dans le prédicat. Donc, la raison, c'est un existant impermanent. Donc, il faut que les existants soient impermanents. Ça veut dire que si c'est un existant, nécessairement, ça doit être un impermanent. Hein? Si ça existe, ça doit être nécessairement impermanent pour prouver, tu vois. Parce que je prouve l'impermanence par le fait que c'est existant. Oui, mais il y a des existants qui sont permanents. Voilà. Donc, alors, si c'est un existant... Ah, voilà. Si c'est un existant... D'accord, je comprends. Oui, oui. Ça n'est pas nécessairement impermanent. Et donc, oui. Ma raison, elle est fausse, elle n'est pas juste. C'est un syllogisme faux. C'est pas un phénomène... Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas les 3 modes. Les trois modes, ça te permet de vérifier que ton syllogisme, il est juste. Tu vois. Là, par exemple, je veux prouver l'impermanence de la fleur par le fait que ça soit existant. La fleur, elle existe bien, mais tous les existants ne sont pas impermanents. Pourquoi? Parce qu'il y en a des permanents. Les existants sont séparés en 2. Ça, il faut que vous connaissiez aussi par cœur ça. Hein. Les divisions des... Donc, ceux qui existent, les existants, c'est la catégorie la plus large. Hein. Dans les existants, il y a des aussi... Ça, il faudrait que vous le sachiez, ça aussi. Hein. Les existants, c'est quoi les synonymes d'un existant? Ça, faut que vous sachiez, ça c'est la base. Si vous ne savez pas ça...
Hein. Donc, un existant, synonyme, phénomène. Pardon? Fonctionnant, est-ce que c'est synonyme? Non. Non. Parce que fonctionnant, c'est impermanent. Alors, la catégorie la plus large, c'est les existants. On dit aussi les phénomènes. Quelquefois, on dit les bases établies. Hein. On dit les objets de connaissance. C'est tout ce qui existe. Hein, les objets de connaissance. Et ces existants, ils sont séparés en 2 catégories. Hein, les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents. Donc les phénomènes impermanents, c'est quoi là? Ça, il faut le savoir. Hein. Bûchez ça pendant les vacances si vous voulez continuer. Parce que sinon, on va de plus en plus haut, on étudie des choses compliquées, mais quand on n'a pas la base... donc, dans les existants, il y a 2 catégories, les phénomènes permanents et impermanents. Hein. Et impermanent, c'est synonyme avec fonctionnant, ouais. Hein, efficient, oui, c'est une traduction de la même chose, un peu efficient. J'ai pas produit, impermanent, produit, phénomène efficient. Hein. Bon, il y en a d'autres, mais pour rester simple. Et les autres, c'est les phénomènes permanents. Hein. Donc, dire que quelque chose est impermanent parce que c'est un existant, ça ne marche pas parce que dans les existants, il y a les 2 catégories, permanent et impermanent. Hein. Donc le mode, c'est ça le mode d'un syllogisme. C'est pour bien être clair qu'on a un syllogisme juste. Hein. Et donc, ça va être plus facile, c'est plus facile pour voir que quelque chose à la fleur est impermanente, c'est plus facile on va prendre le fait que c'est un produit. Hein. Là, c'était ça qu'on avait pris comme raison, signe. Oui, voilà, c'est un produit au début, oui. Parce qu'après j'ai dit existant, mais existant c'est pas une raison correcte, c'est pas un syllogisme correct. Hein. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a quelqu'un qui a... Donc du coup, on ne peut pas prouver l'existence non inhérente de tous les phénomènes par la raison des causes et conditions. On ne peut pas dire tous les phénomènes existent de manière non inhérente parce qu'ils naissent de causes et de conditions. Oui. Et donc, c'est pas possible, tu dis. C'est ce que tu dis. Oui. Tu dis que c'est pas un syllogisme correct. Hein. Un phénomène n'existe pas de façon inhérente parce qu'il dépend de causes et de conditions. Et pourquoi c'est pas correct? Ben, c'est pas correct parce que il existe des phénomènes non composés. Oui, il y a des phénomènes permanents. Hein, qui dépendent mais pas du de coup, causes. du coup, on les aborde sous quel angle? Ben à ce moment-là, non, si tu veux, à ce moment-là, si tu prends les causes et les conditions, en fait, les phénomènes qui dépendent de causes et de conditions sont les phénomènes impermanents, tu vois. Oui. Donc, si tu prends comme sujet un phénomène impermanent, tu peux prouver. Hein. Un phénomène impermanent, c'est vrai qu'il dépend de causes et de conditions. Mais si c'est un phénomène permanent, il faut que ton sujet il soit plus ciblé que tous les phénomènes, tu vois. Par contre, tous les phénomènes, si tu dis ils existent dans l'interdépendance, parce que dans l'interdépendance, tu as plusieurs niveaux. Les causes et conditions, c'est le niveau le plus grossier d'interdépendance, qui ne s'applique qu'aux phénomènes impermanents. Hein. En fait, tous les phénomènes sont interdépendants. Parce que même les phénomènes permanents, ils ne dépendent pas de causes et de conditions, mais ils dépendent de leur partie, de l'imputation. Okay. Hein? Donc il faut que tu sois plus précis dans ton sujet. Oui, ou alors il faut dire tous les phénomènes n'existent pas de manière inhérente parce qu'ils dépendent de parties ou parce qu'ils dépendent de leur imputation. Oui,
Même, ils sont interdépendants, tu vois. Parce que l'interdépendance, ça comprend tout. Mais bon, quand tu fais un syllogisme, j'en sais rien, mais quand tu fais un syllogisme, en général, on essaie de prendre un sujet précis, tu vois. Ok. Parce que si tu vas méditer dessus, ça va être plus... plus facile si tu as un sujet plus précis. Aussi, je pense qu'il y a différents raisonnements, donc je ne sais pas exactement, mais il y a des raisonnements qui s'appliquent davantage, par exemple, qui sont plus appropriés pour voir le non-soi de la personne ou le non-soi des phénomènes ou qui ciblent des phénomènes plus précis. Hein. Par exemple, quand on a parlé des causes, quand on a parlé du raisonnement des éclats de diamant, on a dit qu'il s'appliquait plutôt aux produits. Hein. Parce qu'en fait, un produit n'existe pas de façon inhérente parce qu'il n'est pas produit sans cause, ni par une cause qui est de même entité que le résultat, ni par une cause qui est une autre entité que le résultat. Et ça s'applique davantage au produit, tu vois. Donc, il faut voir le sujet que tu mets. Bon, essayer d'y penser, non? Même avec quelque chose de simple, c'est bien de... On l'avait étudié ça dans l'Auric? Hein? Eh bien oui. Ouais. Et donc quand à la fin du PEBA, c'est pas encore, il nous reste quelques... En fait, Geshe-la, le plan c'est de faire, je peux vous en parler, hein. Oui, elle a envoyé un message, mais elle n'a pas tout dit, Françoise. Non, oui, en fait, elle vous a envoyé un message, mais le plan, c'est d'avoir le prochain, donc c'est le 4 ou 5 août, d'avoir... mars, pardon, août, je suis en août, moi déjà. Je suis pendant les vacances. C'est marrant, ça. Hein. En mars, 4 ou 5 mars, on va faire le 10e chapitre du Bodhisattva Charivatara. J'ai dit, il vous posera des questions. Après, on va faire le Sutra du cœur. Et donc, il y a en fait le trimestre, le semestre prochain, il y a 5 week-ends. Donc, le premier, ça va être le 10e chapitre. Le Sutra du cœur, on ne sait pas si ça prendra 3 ou 4 week-ends. En fait, le Sutra du cœur, c'est pas si long que ça. Mais Geshe-la prévoit d'inclure du matériel supplémentaire à l'étude du Sutra du cœur. Parce qu'il y a, par exemple, ce qui s'appelle Salam, les terres et les chemins, que Geshe-la a enseigné, qui ne fait pas partie du PEBA, des études du PEBA, qu'il a déjà enseigné, mais comme un week-end en dehors du PEBA, et qui, en fait, permet d'étudier les cinq chemins. Hein, le chemin de l'accumulation, la préparation, la vision, la méditation au-delà de l'apprentissage, avec plus de détails, hein, comment on parcourt ces chemins, avec des détails. Et je pense qu'il va intégrer cette étude au commentaire sur le Sutra du cœur. C'est pour ça que ça prendra au moins 3 week-ends. Hein. Et bon, on ne sait pas si ça en prendra 4, mais sinon, le 4e... le dernier, en fait, qui est le 5e, celui de juin. Donc, en avril, il y a le 1er, le 2, et le 29 et le 30. En mai, le 20 et 21. En juin, le 10 et 11. C'est le dernier, donc. Et donc, on commencerait le Gyulama. Le continuum sublime. Soit on le commence en juin, soit on le commence en juillet. Voilà. Donc, il reste encore quelques sujets à étudier dans ce PEBA. Et à la fin du PEBA, à quoi il faut penser, c'est l'examen final. Certains d'entre vous, particulièrement ceux qui ont... Bon, en principe, pour faire l'examen final, il faut avoir tout suivi. Hein. Bon, il y a des critères de présence aussi.
Mais bon, parmi vous, il y en a qui peuvent penser à passer l'examen. Donc c'est bien. Et donc l'examen, oui, je disais ça parce que avant de faire l'examen final, qui est un examen en fait qui est donné, qui est préparé par la FPMT, donc c'est pas moi, c'est pas ici qu'on décide, les questions elles sont déjà faites par la FPMT. Il y a une période de 3 mois de révision, hein, pendant laquelle on révise tous les sujets du PEBA. Et pour faire les révisions, on vous donne des questions de révision sur chaque sujet, hein. Et donc comme ça, en répondant à toutes ces questions, vous revoyez tous les sujets du PEBA. Oui, c'est écrit. Ouais. C'est écrit et ça se fait ici. Oui. Tu as une question? Oui, j'avais une question là. C'est toujours sur les syllogismes. Ah. Alors, on n'a pas fait le syllogisme de la réfutation de la production, de la cessation de l'existence et l'inexistence. Et comme je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, justement, j'aurais aimé avoir le... En fait, il reste 2 minutes. Donc, en fait, je crois que je l'ai écrit là, réfutation de la production. Ça s'appelle aussi la réfutation de la production selon les 4 extrêmes. En fait, j'ai trouvé je vous lis ce que j'ai écrit. Ce qu'on a dit dans l'enseignement, c'était quoi en fait, hein? On a réfuté la production de quelque chose qui existait ou de quelque chose qui n'existait pas, hein? Un existant ou un inexistant. Donc ici, c'est un rapport au résultat qu'on fait l'analyse, hein? Est-ce que ce qui est produit, c'est un existant ou est-ce que c'est un non-existant, hein? Est-ce que le résultat existe ou pas? De façon inhérente, hein? Et donc, j'ai écrit ici, bon, on n'a pas le temps, si on avait eu le temps, on aurait pu revoir moi j'avais prévu un peu de revoir mes notes de ce que Geshe a dit. Ce que j'ai là, c'est quoi? Ça peut s'appliquer au jeu, ça peut s'appliquer au corps, ça peut s'appliquer à n'importe quel phénomène, hein? Même un phénomène extérieur. En fait, ça, je l'ai trouvé, il y a un livre, mais bon, c'est en anglais, ça n'existe pas en français. Si vous connaissez l'anglais, ça s'appelle Meditation on Emptiness de Jeffrey Hopkins. C'est une espèce de bible, de livre, vous avez tout dessus, tout ce qui concerne les sujets philosophiques, mais c'est en anglais. Et donc lui, il prend l'exemple d'une pomme, hein. Une pomme n'est pas produite de façon inhérente parce que un existant n'est pas produit de façon inhérente, un non-existant n'est pas produit de façon inhérente. C'est-à-dire que quand la pomme est produite, c'est pas quelque chose qui existe de façon inhérente, ça n'est pas un existant un existant qui est produit, ça n'est pas quelque chose, un non-existant, et ça n'est pas quelque chose qui est les deux, et ce n'est pas quelque chose qui est aucun des deux. Et là, si vous vous rappelez, bon, on va terminer parce que c'est si vous relisez en fait ça, hein, si vous relisez en fait, c'est déjà 4 heures passées, hein, mais si vous relisez le texte, c'est ça que ça dit, hein. Est-ce que ça existe? Bon, là, je ne l'ai plus. Ça parle de l'effet. Oui, mais même avant. « 140, je crois, non, mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Bon, c'est trop tard, mais tu relis, en fait, c'est ça, c'est sur le résultat. Est-ce que le résultat qui est produit, est-ce que c'est un existant ou est-ce que c'est un non-existant qui est produit? Et ici, on entend existant ou non-existant de façon inhérente, hein, pas juste un existant. Est-ce que quand quelque chose est produit, est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est produit, ou c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est produit? Donc ça c'est une analyse du résultat.
Et en fait, c'est rattaché aussi, je pense, à l'existence du résultat au moment de la cause. Donc, voilà. Merci. Désolée, mais